Asia, la rescapée ciotadenne du Costa Concordia. Deuxième partie de cet entretien exclusif. Partir faire une croisière était pour elle et sa famille un rêve. Un rêve qui va vite se transformer en cauchemar la nuit du 13 janvier 2012. Là, donc, vous avez eu le temps d'aller dans votre cabine. Est-ce que vous avez eu le temps de récupérer quand même des biens personnels? Non, j'ai rien récupéré parce que je me suis dit que j'allais porter mon fils dans les bras qui a 3 ans. Et quand j'ai regardé mon sac, qui est grand, je me suis dit je vais pas pouvoir porter mon sac. Alors j'ai ouvert mon portefeuille. Je me suis dit, est-ce que je prends mon portefeuille? Mais comme je suis une fille qui voit tout en grand, j'ai un grand sac, un grand portefeuille. J'ai récupéré que ma carte bleue et mes 4 passeports en me disant, bon, carte bleue, passeport, tu peux aller au bout du monde. Et puis j'avais... Vous avez eu quand même le temps de réfléchir à tout ça malgré donc le mouvement de panique. Vous êtes resté quand même lucide. Ben oui, je pense qu'effectivement mon mari et moi on a gardé la tête très froide et qu'on a pris de bonnes décisions et c'est clairement ce qui nous a sauvé la vie en fait. À aucun moment, je pense qu'on a pensé à sauter ou on n'a pas été confronté à cette décision parce qu'on se disait, enfin je sais pas, on voyait les choses presque de manière positive. On se disait quoi qu'il en soit, on viendra nous chercher. On a gardé la tête froide effectivement et on a essayé de pas céder à la panique et surtout finalement pour pas faire peur aux enfants. Parce que les enfants étaient déjà terrorisés, ils commençaient déjà à pleurer, il n'y avait plus d'électricité dans la cabine, donc ça faisait très peur à mon fils. Et justement, donc on se doit de garder notre sang-froid et de leur montrer qu'on tient la route, quoi. Est-ce que vous avez imaginé à un moment que le bateau était en train de couler? Oui. D'accord, donc vous avez essayé un petit peu de monter au pont supérieur, non? En fait, après ça, une fois qu'on était équipés de nos gilets de sauvetage et des vestes pour les enfants, effectivement, on s'est rendu au point de rendez-vous, enfin là où il y a les chaloupes, c'est-à-dire au pont numéro 4. Il n'y avait qu'un seul pont qui est muni de chaloupes, ce qui permet aussi au bateau de bénéficier de balcons sur l'ensemble des ponts supérieurs. D'accord, oui, tout est calculé. Il y avait une partie parce que bon, le bateau est donc penché, il y avait une partie donc qui était inaccessible aussi, donc très peu de chaloupes pour les passagers. Alors au tout début de l'évacuation ou de la catastrophe, lorsque le bateau n'était pas penché, il y avait une partie, les deux côtés pouvaient faire circuler les chaloupes, mais après, plus le bateau a penché, évidemment, plus le côté penché vers la mer, c'était difficile. Nous, évidemment, spontanément, naturellement, on n'a pas été du côté de la mer, on a été de l'autre côté. Donc là, oui, d'accord. Alors justement, on était sur le point que vous avez récupéré donc les gilets de sauvetage. Vous vous êtes réfugié à un endroit sur le bateau? Ouais. On a voulu descendre au pont numéro 4, celui qui donne accès aux chaloupes. Et en fait, dans le hall central, donc on entendait la foule, on entendait les cris, on entendait les hurlements. On n'a pas voulu confronter nos enfants à ça, parce qu'ils avaient déjà très peur, et nous aussi finalement. Et on savait que sans le signal d'évacuation, sans l'ordre d'évacuer qui était donné par le capitaine, on n'évacuerait pas. Donc du coup, on s'est installé dans un bar qui se trouve au pont central, quoi, et qui donnait accès par ses fenêtres au pont numéro 4, là où il y a les chaloupes. Mais on est resté 10 minutes, un quart d'heure là-bas, en attendant de voir ce qui se passe. Et ce qu'on voyait, ce qu'on entendait, c'était les gens qui hurlaient, les gens qui se piétinaient, les gens qui étaient complètement paniqués, quoi. C'était des scènes des scènes horribles auxquelles on n'a pas voulu confronter nos enfants. D'accord. Oui, là, c'est le côté atroce de la chose. Bon, vous entendez le message du capitaine. Pourtant, on dit que le capitaine, est-ce qu'il avait déjà à ce moment-là, selon vous, quitté le navire? Au moment où je vous raconte, je pense qu'il avait déjà quitté le navire puisqu'il y avait plus vraiment de messages sonores. Il n'y avait plus de messages sonores rassurants. En fait, nous, quand on était dans ce bar, il y avait un petit groupe en face de nous qui travaillait chez Costa, qui faisait partie de l'animation, qui était affolé comme nous, mais qui restait donc entre eux, quoi. Et d'un coup, on a vu un mec avec un gilet jaune de Costa Croisière qui a traversé le bar en courant et qui a crié « Abandon ship! Abandon ship !» Ah, carrément. Et là, on a compris que l'ordre d'évacuer le navire allait arriver. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, eux, ils sont partis en courant avec ce gars. Et nous, on s'est levés, on a été sur le pont. Et c'est là que le signal, en fait, les sept sonneries, en fait, qui marquent le signal d'évacuation ont retenti. Alors là, c'est la panique générale. Alors là, oui. Alors là, en fait, il y a 30 secondes de blanc, quoi. Un peu comme
quand un ange passe, comme on dit. Il y a vraiment 30 secondes de blanc où tout le monde se regarde et mesure en fait la gravité de la situation. Et puis après, ça repart de plus belle, quoi. Les cris encore plus forts, les bousculades, les situations, mais c'est des situations de chacun pour soi, quoi. J'ai vu... C'est dramatique, on va y venir sur ce que vous avez vu, c'est atroce, mais bon, la catastrophe est arrivée presque jour pour jour, 100 ans après celle du Titanic, hein, et selon vous, 100 ans après, la cause humaine, qu'est-ce qu'on en retient? Est-ce que le côté femmes et les enfants d'abord a fonctionné 100 ans après, parce qu'on a vu comment ça s'est passé dans le Titanic? Alors c'est exactement pareil que dans le Titanic. Hein. Les femmes et les enfants d'abord, c'est un mythe. Enfin, je crois que ça arrive que dans les films ou alors quand on n'est pas en situation de catastrophe. C'était exactement comme le Titanic. J'ai vu des gens qui disaient laissez-moi passer, je suis VIP. Il y avait une femme enceinte à qui on essayait de frayer un passage. Il y a un homme qui est venu qui a dit moi aussi je suis enceinte, je passerai avant elle. Ah oui, donc, comme dans le film. Là, exactement comme dans le film. Et je vous assure quoi. Mais voilà, poussez-vous, je peux vous donner de l'argent. Laissez-moi monter dans le canot. Moi donc on n'a pas du tout été prioritaire parce qu'on avait des enfants, on était dans la foule et je tenais la main de ma fille de 5 ans et demi parce que bon elle est grande, 5 ans et demi, elle peut marcher, elle a été littéralement piétinée et piétinée par des femmes en fait, hein, et parce qu'à un moment donné je veux dire il y a pas c'est l'instinct de survie et c'est les pires instincts en fait. Ouais, l'instinct animal de l'homme qui oui, voilà, l'homme est un animal dans ce cas-là. Ouais, nous sommes en 2012, c'est quand même assez, c'est extraordinaire. Hein. Non, je pense qu'aucune leçon n'a été tirée du Titanic. Mais à la fois en situation de panique. Je pense qu'on fait, enfin, je sais pas, les gens font ce qu'ils peuvent, quoi. C'est difficile de garder son humanité, en fait, c'est ça. Et en plus de ça, il y a pas eu, c'est-à-dire qu'il y avait pas de capitaine, quoi. Enfin, c'est pas le capitaine en lui, Monsieur Schettino, là. Il y avait personne qui dirigeait. Voilà, il y avait pas de chef, quoi. Il y avait pas quelqu'un qui dit, ok, c'est bon, c'est une catastrophe, mais vous allez être évacués. Nous sommes pas loin des côtes. Ne vous inquiétez pas. Il y a suffisamment de chaloupes pour tout le monde. Si les messages, ils avaient dit ça, je pense que les gens, ils auraient vécu différemment. Là, on ne savait pas où on était. Moi, je pensais qu'on était en pleine mer. Donc, en pleine mer, en pleine nuit. Imaginez je veux dire, le sentiment qu'on peut avoir, surtout quand les responsables vous disent « Ok, tout va bien, ne vous inquiétez pas, retournez dans vos cabines. » Oui, non, mais là, on est complètement à côté de la plaque. C'est ça, c'est une situation irréelle, en fait, irréelle, où là, il faut effectivement garder la tête froide et essayer de s'en sortir, évidemment, au détriment de personne, quoi. Et je pense que ça n'a pas été facile. Il n'y avait pas suffisamment de canaux pour tous, de toute façon. Voilà. Donc, les gens, voilà, ils savaient ça aussi et ils ont voulu sauver leur peau. Donc là, si vous avez donc réussi donc à entrer donc dans une chaloupe avec vos enfants et votre mari? Oui, on a réussi après plusieurs tentatives en fait. Hein. Je pense qu'on a été évacués parmi les derniers en fait, compte tenu du nombre de personnes qu'il y avait lorsqu'on est arrivé sur l'île du Giglio. Je pense qu'il devait être. Enfin, on n'était pas du tout parmi les premiers. On a essayé de monter dans des chaloupes. Nous, on était du côté qui n'était pas penché en fait vers la mer. On était de l'autre côté. Si bien qu'il fallait en fait faire une sorte de mini escalade quoi pour arriver à la chaloupe. Et je me souviens la première chaloupe à laquelle on était, on faisait la queue et arrivé à nous, j'allais monter dans la chaloupe. Le gars, il a dit non, c'est complet. Oh là là, salut. Ouais. D'accord. Donc du coup, je savais plus trop quoi faire et on a regardé. On a voulu aller à la salle d'à côté. En fait, celle d'à côté, elle était trop inclinée et du coup c'était vraiment l'escalade était trop périlleuse avec les gamins pour y arriver, donc on a encore été à celle d'après et là on a réussi à monter, on s'est frayé un chemin parmi tout le monde. Les chaloupes elles étaient surchargées quoi, il y avait la place normalement capacité d'environ 30 personnes, on devait être je sais pas moi le triple quoi, c'était énorme, on était vraiment les uns sur les autres et nous on s'est frayé une place en fait sous la cabine du skipper en fait, quasiment dans la coque de la chaloupe quoi. Et ce qui était encore plus effrayant parce que du coup on voyait pas, on savait toujours pas qu'on était proche des côtes. Si on nous avait dit ça, c'est sûr que ça aurait été différent, on l'aurait vécu différemment, on pensait qu'on était en pleine mer. Donc après ça en fait
enfin, une fois qu'on a réussi à monter dedans, c'était pas terminé le cauchemar là, parce que et là, je pense qu'on était au pire du cauchemar pour plein de gens, parce que les chaloupes elles n'arrivaient pas en fait enfin les gars là, ils n'arrivaient pas à décrocher la chaloupe. Parce qu'elles étaient coincées et parce que l'inclinaison du bateau empêchait en fait le système de poulie de faire descendre la chaloupe. La chaloupe, elle était collée au bateau. Donc négligence, abandon du navire, manque de sécurité et défaillance technique. Voilà, on va dire que donc toutes les avaries étaient réunies pour courir au drame. C'est ça. Et je pense que finalement, nous, on doit la vie, en tout cas, tout le petit personnel de Costa Croisière, à qui vraiment on doit la vie, et il faut le dire. Tous les mécaniciens, parfois même les cuistots, enfin, les membres d'équipage qui gagnent le moins d'argent, qui ont le moins de reconnaissance, c'est eux qui ont fait preuve de bravoure, en fait. Hein. Ils ont été là, ils ont essayé vraiment de rassurer les gens, les stewards, je vous assure, ils ont été fabuleux. Et c'est eux donc qui s'occupaient de la chaloupe, qui essayaient tant bien que mal de la décrocher, parfois à coups de hache. Ouais, c'était à coups de hache puisque là c'est le système D qui prime. Hein. Donc vous êtes dans la chaloupe, apparemment donc des difficultés pour décrocher la chaloupe. Qu'est-ce qu'elle fait? Donc là vous êtes à l'intérieur, certes. Elle tombe subitement dans l'eau. Ouais. Non, elle n'est pas tombée subitement en fait. Il y a eu enfin, le système de poulie. Une fois qu'ils ont réussi à se décrocher du bateau, comme je dis à coups de hache, ils ont sectionné en fait les câbles à coups de hache et c'est moi qui leur ai donné la hache parce qu'elle était juste derrière moi. Le système de poulie a plus ou moins fonctionné. En fait, on est descendu par à-coup, plusieurs mètres par à-coup. C'est-à-dire que la chaloupe d'un coup, elle est descendue de 4-5 mètres, poum, et elle s'est arrêtée. Poum, elle s'est arrêtée et jusqu'à ce qu'elle tombe dans l'eau d'un coup sec. Et là, vous étiez combien sur la chaloupe? Mais je sais pas, on devait être, je sais pas, je dirais 70, j'ai aucune idée. On était, je vous dis, les uns sur les autres, tout le monde hurlait, de panique et de peur. On n'avait qu'une peur, c'est que la chaloupe, en fait, se renverse justement. Parce que oui, devant le poids des personnes, parce que vous étiez en surnombre. Exactement, qu'elle se renverse et qu'on tombe tous à l'eau, quoi. Et en plus de ça, comme la chaloupe était mal positionnée, le système de poulie avait du mal à fonctionner parce qu'on n'était pas à l'horizontale en fait. Oui. Et c'était là tout le problème. Donc on avait vraiment peur de basculer. Donc les gens hurlaient, criaient, priaient. C'était vraiment des situations très très angoissantes. Et je pense que cette scène-là, je l'oublierai jamais, quoi. Donc là, sur la chaloupe, ensuite, vous vous êtes donc rapidement rendu sur la côte? Et oui, assez rapidement, évidemment, parce qu'on n'était pas très loin. On ne le savait pas. Et là, si on l'avait su, je vous assure, ça aurait été vraiment différent. Et donc quand on a accosté, c'était juste surréaliste, quoi. C'était dingue. C'était 5000 personnes qui arrivent en pleine nuit sur une île comme le château d'If, quoi. C'était dingue, voilà, en hiver en plus. Donc il y avait voilà des gens complètement désorientés, complètement sidérés, complètement hallucinés de voir ce qui se passait, quoi. Avec toutes les lumières en fait du Costa Concordia juste dans le port, dans l'entrée du port de cette petite île qui éclairait en fait les gens et la situation de chaos, de panique. C'est vraiment indescriptible en fait. Est-ce que les secours sont vite arrivés? Non, mais il y avait pas de secours en fait. Rien du tout, d'accord. Non, il y avait très très peu de secours sur cette île. De toute façon, il n'y a pas de secours, il n'y a pas d'hôpital, il n'y a rien du tout. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que très vite, ils ont voulu, en fait, les membres de Costa, rapatrier les naufragés vers la terre ferme. Alors, les gens ont été plus ou moins... personne n'a été pris en charge. C'est la bonne volonté des habitants du Giglio qui a fait que les habitants du Giglio, en hiver, je crois qu'il y a 200 âmes, quoi. Oui, voilà, oui. Et donc, voilà, certains ont été accueillis à l'église, d'autres à l'école, d'autres ont passé la nuit dehors sur le quai. Moi, j'ai eu la chance, avec ma famille, d'être accueillie chez le maire, dans son commerce, parce que le maire est commerçant, et donc dans son
son bureau, en fait. On est resté toute la nuit dans son bureau. Et à plusieurs reprises, en fait, on était, je pense, très, très chanceux d'être à l'abri, on avait de la chaleur. On a accueilli, en fait, des gens traumatisés qui avaient fait la traversée à la nage, des gens complètement choqués de voir ce qu'ils avaient vu. J'ai vu des gens, oui, en état de choc, voilà, qui sont restés toute la nuit sur une chaise avec une couverture sur eux, les yeux dans le vague et complètement sonnés, quoi, par ce qui leur était arrivé. J'ai vu des familles qui avaient été séparées, qui cherchaient leurs proches dans la foule. J'ai vu des situations mais complètement dingues, quoi. J'étais à la fenêtre du bureau du maire et je voyais en fait des gens qui montaient dans des bus du fin fond de l'Italie, quoi, qui n'arrivaient pas à démarrer. Et pour démarrer, des hommes poussaient le bus rempli avec des gens qui avaient leur gilet de sauvetage. Ils partaient. Et puis 2 heures après, ils revenaient, ces mêmes gens, toujours avec leur gilet de sauvetage, dans le même bus, et ils étaient là sur le quai et rien ne s'était passé, quoi. Donc là, on a du mal à croire quand même qu'on est en 2012. Complètement. On est dans une situation, mais juste, voilà, surréaliste, catastrophique, sans aucune prise en charge, en fait. C'est ça. Et ils ont voulu, enfin, les organisateurs, je crois pas que le mot soit vraiment juste, mais les personnes qui se sont occupées de ça ont souhaité rapatrier, en fait, les naufragés sur la terre ferme. Donc, je sais plus quel est le nom de la ville. Et donc, en pleine nuit, ils ont essayé d'affréter des navettes, type celle qui fait la navette du Frioul, quoi. Et donc, on venait de subir un naufrage, de vivre un naufrage. Ils nous ont demandé, en pleine nuit, de monter sur des navettes pour aller, ma foi, je ne sais où. Donc, on a vu des gens qui faisaient encore la queue, qui se bousculaient, encore les mêmes scènes de panique, de « pousse-toi, je suis mieux que toi pour monter dans ce bateau », voilà, pour monter dans ces navettes-là, et on savait pas vraiment où elles allaient. Donc, avec plusieurs familles de Français, on était dans le bureau du maire, on avait tous des enfants. Nous, on a dit non, on ne bougera pas tant qu'il fait pas jour, tant qu'on ne sait pas où aller, et tant qu'on n'a pas un tout petit peu digéré ce qui se passe, quoi. On avait juste tout perdu. Donc toujours la maîtrise de soi-même, Assia, hein, toujours donc votre sang-froid, c'est ce qui vous a sauvé, hein, apparemment. Hein. Oui, je crois. C'est-à-dire vraiment, quand on a des enfants, on essaie de les préserver, quoi. On a juste essayé de préserver nos enfants. On n'est pas plus héroïque que d'autres. Et on a eu beaucoup de chance, effectivement, de tomber sur ce monsieur qui, lui, effectivement, s'est affairé toute la nuit. Il a imprimé les listes des passagers. Il a aidé, en fait, les gens de Costa Croisière à essayer de reprendre un peu d'organisation parce que tout avait été laissé à l'abandon. Il faut savoir que, nous, on n'avait pas du tout fait d'exercice d'évacuation, donc c'était un peu de l'improvisation. Mais quand même, quand on est monté dans le bateau, ils nous ont remis 2 cartes. La carte de consommation dont je vous parlais au début, ça, ils nous ont bien expliqué comment elle fonctionnait, il n'y avait pas de souci. Et une seconde carte rouge en cas d'urgence. Mais cette carte, elle était magnétisée, il y avait toutes les informations nous concernant. Et logiquement, en cas d'urgence, on devait se rendre à un endroit spécifique avec cette carte. Eux ont des appareils type des badges, quoi. Ils devaient nous badger pour savoir, voilà, qui est dans le bateau, qui est sorti, et pour maîtriser leur situation un minimum. Et ça n'a même pas été fait. Donc, du coup, c'est le maire du Giglio qui, à 4h du matin, a essayé de téléphoner à Costa Croisière pour avoir le système D. Voilà, mais c'est vraiment du bricolage, quoi. Du bricolage, sauf que c'est la vie de 4000 personnes qui est en jeu. Alors, justement, on parle de vie, votre sentiment sur les passagers, justement, qui n'ont pas eu votre chance, Assia. Mais je pense que c'est vraiment du gâchis, parce qu'évidemment, je suis convaincue que si on nous avait dit la vérité, si tout de suite le système si tout de suite l'alerte d'évacuer le bateau avait été donnée, il n'y aurait pas eu 30 morts, quoi. C'est évident. C'est évident. On nous a dit retournez à vos cabines. Je pense que des gens sont restés coincés dans leurs cabines parce que comme il n'y avait pas d'électricité, des gens ont pu rester coincés dans leurs cabines. Les portes étaient électriques. D'accord. Voilà. Ouais. Donc je pense, je suis certaine que les gens qui s'en sont pas tirés, je pense que la responsabilité de Costa Croisière, elle est avérée, quoi. Donc une mort atroce pour ces passagers. Complètement. Imaginez le stress, la panique de mourir noyé enfin, ils ont pu. Après, il y a tous des scénarios qui sont envisageables. Ils ont pu recevoir un impact mortel, puis sans compter le personnel aussi. Le personnel qui travaillait dans les cales, on n'a pas vraiment d'informations sur eux. Moi, je suis assez sceptique.
Bien, alors justement, en parlant d'enquête, on va conclure donc cette interview avec l'action judiciaire, puisque le système judiciaire est différent, hein, le système judiciaire italien, que celui de la France. Il y a déjà donc une première audience qui s'est déroulée donc récemment à Grosseto. Vous, de votre côté, qu'est-ce que vous allez donc en tenter? Vous avez refusé l'indemnité proposée par la transaction à l'amiable, si je puis dire, proposée par Costa Croisière. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant, Assia, vous, de votre côté? Bon, c'est vrai que dans un premier temps, on a préféré refuser parce que la manière de faire ne nous convenait pas trop. On nous donnait 15 jours pour accepter leurs propositions et renoncer à toute poursuite. C'est vrai que quand on est rentré de cette histoire-là, on était vraiment sonnés. Il nous a fallu un peu de temps pour reprendre nos esprits, pour reprendre le cours de notre vie. Ça n'a vraiment pas été évident. Donc la manière de faire, de nous donner un ultimatum comme ça de 15 jours pour accepter cette offre, ça nous a pas vraiment plu. Donc moi j'aimerais vraiment que toute la lumière soit faite sur cette histoire, que toutes les responsabilités des uns et des autres, du commandant mais aussi de la société soient mises au grand jour. Et je pense que pour ça il faudrait un procès. Donc on a adhéré en fait au collectif de Français qui s'est mis en place, dont la présidente est Madame Anne Decré, qui est en région bordelaise et qui se débat contre tous pour essayer de faire avancer les choses. Et voilà quoi. Donc effectivement, je compte pas, je veux vraiment que la lumière soit faite sur toute cette affaire parce que je trouve que c'est vraiment c'est terrible ce qui s'est passé, ça devrait jamais plus se reproduire. Et puis je me mets aussi une seconde à la place de toutes les familles qui ont perdu des proches et surtout celles dont on n'a pas encore retrouvé les corps. Je trouve que cette attente là, elle est insoutenable, d'autant que là ils ont retrouvé quand même 8 corps la semaine dernière. Et que donc les ADN n'ont toujours pas été identifiés. Je me mets une seconde à la place des parents, des victimes. Il y avait parmi les corps celui d'une petite fille de 5 ans avec son papa. Donc voilà, je trouve que c'est juste horrible et que nous on va pas en rester là quoi. Pour vous, donc, les torts sont partagés, la compagnie et le capitaine? Oui, j'en suis certaine, parce que le capitaine, d'abord, il aurait jamais dû abandonner son navire. C'est vrai qu'il flottait dans ce navire, une ambiance très, très détendue. Hein. Le capitaine, on l'a vu une fois, il n'avait pas vraiment l'air d'un capitaine. Voilà, quoi. Moi, bon. Et je pense que la société Costa Croisière a laissé faire des choses et peut-être même a demandé qu'on fasse cette révérence là, qu'on passe si près des côtes pour faire de la publicité à son bateau et que c'était juste dangereux quoi. Donc je pense qu'elle a toléré des choses intolérables et elle a promu au poste de capitaine, le plus haut poste sur un bateau, un homme qui a priori était pas vraiment compétent pour ça quoi. Donc ouais, j'aimerais aujourd'hui, moi j'en sais pas plus et je voudrais en savoir beaucoup plus. Très bien, Assia, pour conclure, vous repartirez en croisière? Écoutez, oui, pourquoi pas, je sais pas, je verrai. Il n'y a pas une phobie qui s'est installée en vous? J'espère pas, j'espère qu'au contraire, cette histoire-là, ça sera une force pour ma famille, pour moi, parce que effectivement, on est passé à 2 doigts de la mort et que du coup, voilà, il y a rien de plus important que la vie, en fait. Et je pense au contraire que, je veux pas que cette histoire-là me freine pour quoi que ce soit. Je veux au contraire aller de l'avant grâce à ça. Et pourquoi pas refaire une croisière? Je pense que ça peut pas arriver 2 fois. Mais en tout cas, nous l'espérons. Assia, merci. Merci à vous. Assia, qui vit et travaille à La Ciotat avec son mari et ses enfants. Elle avait donc décidé de partir le 8 janvier dernier pour une croisière à bord du Costa Concordia. Elle a choisi La Ciotat Fréquence Nautique pour raconter son histoire, raconter donc la tragédie, la catastrophe qu'a vécue Assia avec sa famille ainsi que les 4000 passagers et les 1000 membres d'équipage du Costa Concordia. Retrouvez l'intégralité de cet entretien exclusif sur notre site internet en podcast. Rendez-vous sur le www.fréquencenautique.com. Informations, reportages, musique, La Ciotat Fréquence Nautique.